Here we go now. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Business Story. Avec un invité, vous allez voir, qui va nous parler beaucoup d'humanitaire. La vie n'a pas toujours été rose pour lui. Il a galéré pour faire ses études et atteindre la situation qu'il connaît aujourd'hui. Alors, depuis son plus jeune âge, il s'était promis d'aider les personnes vulnérables dès qu'il aurait une situation. Et il a cette situation parce qu'aujourd'hui, il est pharmacien dans la région parisienne. Et il a tenu sa promesse puisqu'il a sauvé des milliers de vies en Afrique, un continent qu'il fréquente d'ailleurs depuis 30 ans pour mener des actions humanitaires. Merci d'accueillir le docteur Zouhair Bishra, directeur général de Filia Foundation. Bonjour docteur. Bonjour cher Habib, merci de me recevoir. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Paris donc jusqu'au nord pour notre plateau Webcom TV. Bah, écoutez, c'est un plaisir. Bon, on se connaît déjà puisqu'en plus on s'est rencontrés pour les trophées des territoires et donc je vous annonce effectivement que le docteur Bishra est lauréat des trophées des territoires 2021 dans les hauteurs de la Tour Eiffel. Et puis voilà, on tenait absolument à en savoir un petit peu plus parce que, en plus, il me semble vous avoir coupé la parole parce qu'on n'avait que quelques minutes pendant ces trophées pour se présenter. Voilà. Parce que vous savez que j'étais bavard. Bah oui, et là, on a l'occasion de raconter effectivement un peu plus en longueur les choses. Alors, Filia Foundation est une ONG suisse qui œuvre pour l'éducation et la santé des femmes et des enfants en Afrique. Pourquoi les femmes et les enfants? Filia, dès le départ, vous savez, il y a plusieurs fondations en Suisse. Il y en a qui luttent pour la faim, la chaîne de l'espoir pour le cœur. Nous, on s'est dit, on va se concentrer. On a fait une matrice, les femmes et les enfants. Les femmes, c'est facile, c'est le pilier de la société. Et à fortiori en Afrique, les enfants, c'est les bâtisseurs de demain, c'est l'avenir. Donc on s'est dit, on va se concentrer sur ces deux axes. Et dans les deux axes, la santé et l'éducation. Par rapport à tout ce parcours, parce que bien avant Filia Foundation, vous étiez déjà actif dans l'humanitaire en Afrique, quel a été le déclic dans votre vie pour en arriver là? Le déclic vient de mon enfance. Comme vous savez, on vient du même pays, le Maroc. Et voir, ça me met toujours en émotion, de voir des enfants dans la rue, sans parents, donc des orphelins, sans dignité, sans amour, sans éducation, ça me mettait déjà en révolte. Quand vous étiez déjà enfant, donc... Enfant, bien sûr. Et je me promenais dans les rues de Casablanca. On pourrait voir la même chose aux Philippines, à Manille, à Rio de Janeiro. Mais moi, je viens du Maroc, et c'est une scène qui me mettait toujours, je comprenais pas. Pourquoi il y a des enfants dans la rue qui n'avaient surtout pas le droit à l'amour. Presque invisible. Et ça me révoltait. Après, venant de Marrakech aussi, j'étais inspiré par 3 ou 4 personnes, dont Sidi Bel Abbès, que vous connaissez, qu'on appelle le saint patron de Marrakech, et qui en 1100, 1200 avait dédié sa vie à la charité, contre l'avis de ses parents qui voulaient qu'il aille à l'école déjà, à l'école. C'était un peu l'abbé Pierre. Une sorte d'abbé Pierre, absolument. Et quand on va à Marrakech, on l'appelle le saint patron de Marrakech, qui m'avait déjà inspiré en étant jeune. Après, il y a 2 ou 3 personnes, dont l'abbé Pierre évidemment, qui est une référence pour moi, et qui vient d'un milieu bourgeois et qui quitte ce milieu bourgeois pour aller s'occuper des pauvres, et quiconque connaît l'hiver 54, on sait ce qu'il a fait, et c'est ce qui d'ailleurs, je le découvre en arrivant en France, en 85. Donc vous êtes arrivé à quel âge en France? À 19 ans. 19 ans, absolument, et dans des conditions franchement relativement bonnes pour quelqu'un qui arrivait du Maroc, mais on est confronté évidemment à des galères, quand même, des vraies galères d'étudiants, et voilà. Surtout, il n'y a ni portable, ni ordinateur, ni rien à l'époque, hein, donc... Après, je voudrais citer 2 autres personnes. Les gens ne les connaissent pas beaucoup. Dr Schweitzer, qui a été un médecin, un protestant, un théologien, et qui a lui aussi quitté son Alsace pour aller en Afrique, en particulier en la forêt équatoriale, et qui va monter, ça va m'inspirer d'ailleurs, le premier hôpital dans la forêt équatoriale, près du Gabon. Il y a Sœur Emmanuelle aussi, dont on ne parle pas souvent, et c'est une femme qui a donné tant d'amour, et surtout au Caire, au point d'obtenir d'ailleurs la société égyptienne,
et qui a créé l'association des chiffonniers du Caire pour s'occuper des enfants de la rue, justement. Au Caire. Donc, toutes ces personnalités m'ont inspiré. Et dernièrement, j'ai eu la chance, grâce à vous, de rencontrer un monsieur qui m'a beaucoup touché, André Dupont, et qui, quelque part aussi, par l'amour qu'il donne et le fait de travailler sur l'inclusion et sur les handicapés, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas la chance d'avoir la même chance que tout le monde, une sorte d'inégalité, il les met en avant. Alors, donc ces gens-là, je trouve, sont des gens inspirants. Je vais en profiter parce que vous avez évoqué André Dupont, donc je vous invite à voir l'émission qui est consacrée avec lui, parce que lui aussi, il était là à la Tour Eiffel, parce que il a été trophée d'honneur, notamment parce que le magazine, Business Story Magazine, a considéré que c'était l'un des personnages les plus humains, les managers les plus humains au monde. Donc, regardez son histoire sur Business Story Magazine. Mais il y a aussi une histoire qui est très belle, celle du docteur Bichra, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, le déclic, c'était la jeunesse, c'était aussi, à un moment donné, quand vous étiez étudiant en France, oui. Il y a quelques galères. Enfin, donc on les a tous connues, mais elles sont mineures. C'est-à-dire que quand je compare par rapport aux vraies galères des gens qui sont dans la rue, on était quand même protégés. Alors pourquoi l'Afrique ? L'Afrique, il y a plusieurs facteurs, mais d'abord c'est mon continent, hein, c'est mon continent natal. Je viens de l'Afrique, même si on dit qu'on vient tous de l'Afrique. La deuxième chose, quiconque connaît l'Afrique, le niveau de pauvreté il est endémique, il est structurel. Et donc, évidemment, je vais pas aller, même si je veux aider au Japon, aux États-Unis, c'est plutôt l'Afrique. En plus, l'Afrique aujourd'hui, c'est 1 milliard d'habitants, 1,2 milliard. Dans moins de 30 ans, dans moins de 20 ans, on sera 2 milliards d'habitants. Et c'est même un enjeu pour l'Europe. C'est-à-dire qu'une pauvreté endémique en Afrique va obligatoirement influer sur le continent européen, qu'on le veuille ou pas, parce que c'est pas les 14 kilomètres qui séparent Tanger ou Ceuta d'Algeciras qui va stopper tous ces migrants qui vont vouloir et qui rêvent du continent européen. Alors j'ai envie de poser une question. Vous avez fait des études en France, vous avez été pharmacien, vous avez eu, à un moment donné, vous avez eu plusieurs pharmacies. En fait, vous avez une belle situation. Rien ne vous oblige à faire ce que vous faites là pour je veux dire, parce que là c'est du bénévolat pour être clair. Vous pouviez parfaitement mener une vie tranquille et peinarde, voilà, dans le confort. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça ? Alors j'ai la chance de travailler sur moi-même et de comprendre que si j'ai à choisir entre mes deux passions, c'est-à-dire l'officine, la pharmacie, qui quelque part aussi est tournée vers l'humain. Oui, puis il y a la santé. Puisque la santé, donc on est tourné vers ça. Et j'ai la chance de travailler dans une ville qui est Pierrefitte-sur-Seine, du 93, avec beaucoup de difficultés, mais avec énormément de solidarité. Donc il n'y a pas de gauche ou de droite ou autre, il y a de la solidarité. Donc, il y a beaucoup de migrants aussi, donc. Absolument, on a beaucoup de migrants qui arrivent de Porte-de-la-Chapelle à Paris, qui commencent à venir vers Pierrefitte, Saint-Denis. Donc, en tant que pharmacien, on est confronté aussi, on est les premiers acteurs à être confrontés à ces gens-là. Et on est obligé là aussi de faire quelque part de l'humanitaire. On a notre business, mais on a aussi beaucoup d'humanitaire. Alors ça, c'est une de mes passions. Mais chaque fois que j'ai réfléchi, d'ailleurs c'est une discussion que j'ai avec mes enfants, avec mon épouse, si je vais choisir entre les deux, mon cœur balance, mais il balance totalement vers l'humanitaire. Et si je vais tout arrêter, aller que vers l'humanitaire, c'est vers ça que j'irai. Parce qu'on a un devoir, c'est-à-dire que même vis-à-vis de nos générations qui vont arriver, d'essayer en tout cas de monter un tout petit peu le niveau de vie, le niveau social de ces enfants-là. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous avez une philosophie sur la question, parce que vous êtes pharmacien en région parisienne, vous voyez énormément de migrants, et puis vous en avez vu aussi, qui sont donc dans des situations complètement précaires, très difficiles. Et vous vous dites, c'est pas en France qu'il faut qu'on travaille, c'est en Afrique, en fait. D'ailleurs, je me permets donc de rajouter qu'il y a un ouvrage qui va bientôt sortir, donc du docteur Joël Bichra, qui s'appelle Mon rêve africain. Et cette thèse, justement, vous dites, qui est très forte chez vous, vous dites, le problème des migrants, c'est pas en France qu'il faut le régler, c'est là-bas. Absolument. Alors, je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous choquer, en tout cas, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Quand un migrant, un enfant en tout cas, je parle de la Suisse que je connais, quand un enfant marocain ou d'ailleurs, d'Érythrée, arrive à Genève, il est pris en charge rapidement par les lois internationales, etc. Et dans une réunion où j'ai choqué beaucoup de monde en prenant la parole, quand j'ai appris que chaque enfant coûte 17 000 francs suisses
à l'État suisse. J'ai regardé. C'est plus élevé en France, hein, en euros. On est à 17 000, 18 000 euros à peu près par enfant, par année, de dépenses. Dedans, il n'y a pas que, c'est pas une allocation qu'on donne à l'enfant, c'est les psychologues, les associations, la nourriture, etc. Mais moi, ça m'a choqué tout de suite. J'ai dit, mais si vous me donnez à moi 10 000 $ par an, mais ce gamin ne viendra jamais en Suisse. Et on va lui créer, justement, comme aurait dit tout à l'heure André Dupont, il nous dirait, créons la boîte sur place. Il faut qu'on leur apprenne à pêcher, pas juste à leur donner un poisson, comme dirait, je sais pas qui dire, peut-être là haut de ceux qui disaient ça. Mais encore une fois, 18 000 $ par enfant, c'est énorme. Et en même temps, je trouve ça inutile, parce que ces enfants-là, quand on leur pose des questions, quand on les approche, ils n'ont aucune envie d'être en Europe au fond. Quel enfant a envie de quitter sa famille, de quitter son pays? Personne. Quel plaisir à dormir sur les trottoirs, sous les ponts, effectivement. Il n'y a pas si longtemps que ça. Alors moi, je suis un peu fleur bleue, donc je peux pleurer facilement. En allant vers Argenteuil, il y a un pont là-bas où j'ai vu une petite famille qui viennent de l'Afrique de l'Est. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'ils font là? Sous un pont, il fait pas beau, ils ne mangent pas, il y a les voitures qui passent, c'est crasseux. Où est l'intérêt? Donc ils n'ont aucun intérêt à être là. C'est pas par envie, on a envie de venir en Europe, non, parce que la misère est là-bas. Et donc traiter, comme disait Pasteur, il vaut mieux prévenir que guérir. Absolument. Il faut être dans le préventif et dans le curatif. Donc il vaut mieux sur place, c'est dans l'intérêt de tout le monde, et de créer réellement des vraies opportunités pour ces enfants. Et donc, je rebondis sur l'éducation. Sans éducation, il n'y a pas d'avenir pour ces enfants-là. Éducation, santé, donc ce sont deux domaines où Filia Foundation est vraiment très active. Je vous propose, parce que vous avez beaucoup d'histoires très touchantes, un moment d'émotion. Docteur Bichra, je vous ai vécu énormément d'aventures en 30 ans en Afrique. Il y a des aventures qui sont extraordinaires. Vous pouvez nous parler de quelques moments d'émotion qui vous ont marqué ou des personnages, des parcours marquants? Alors, des parcours marquants, on va commencer par le plus triste et après on ira vers le plus gai. Le plus triste, j'étais à Douchi, c'est à 200 km de Niamey, au Niger. Et on est pour une mission humanitaire pour détection du cancer du col de l'utérus et du sein chez certaines femmes. J'arrive dans un hôpital de campagne et là, il y a un papa qui vient me taper l'épaule en me disant venez avec moi, j'ai pensé que j'allais peut-être sauver sa fille. Et là, je vois sa fille qui crie de douleur, elle a mal à sa poitrine. Et j'ai appelé le médecin et en quelques minutes, la douleur s'est arrêtée. Il a fallu mettre un peu de glaçon tout simplement sur du froid et un peu de Doliprane et ça s'est arrêté. Je repars à la mission et d'un coup, il revient me voir, on me dit, il va absolument te voir. Et là, d'ailleurs, j'ai une photo qui est très émouvante. Et là, il vient, il me présente deux nourrissons, et il me dit, je vous offre ces deux nourrissons. Alors, évidemment, peut-être dans ma culture, ça peut pas se faire. Et je lui explique, pourquoi vous voulez m'offrir deux nourrissons? Mais si vous avez sauvé ma fille... Alors, c'est les nourrissons, c'est les enfants de la fille que vous avez sauvée? Absolument. Hassania et Husseina, c'est le prénom de ces deux jumelles. D'accord. Et qui étaient toutes minces, toutes maigrichonnes. Et alors, on trouve une solution. J'écoute, moi, je vais pas les prendre, mais par contre, je vous promets de les prendre en charge. Et je vais trouver quelqu'un en Suisse pour les adopter. Voilà, c'est les adopter, mais localement. C'est-à-dire, ils ne bougeront pas du Niger. Le temps passe et je repars, j'appelle un ami avocat suisse, Gilles, et je lui explique la situation. Il me dit, donne-moi une semaine et je te règle le problème. Et la semaine d'après, un samedi, je me souviens, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai négocié avec ma femme, elle est OK, on les parraine, on les adopte. En même temps, mais même pas une demi-heure après, je reçois un coup de fil du Niger pour me dire que ces deux petites sont décédées. Elles sont parties. Elles sont décédées, et ce qui est très révoltant, elles sont pas mortes parce qu'elles étaient malades, parce que, pour X raisons, elles sont malades, elles sont mortes de faim, de malnutrition. Donc cette maladie qui est quand même la plus mortelle au monde aujourd'hui. La faim tue, mais en millions dans le monde, et en particulier en Afrique. Donc voilà, c'est révoltant, c'est triste, et ça c'est toujours très émouvant de parler de ces deux jumelles que j'ai pu prendre dans mes mains et qui étaient vivantes et qui meurent pour une raison vraiment révoltante. On imagine se séparer de sa propre chair, en fait, on mesure à quel point il y a cette détresse. Comment est-ce qu'on peut se séparer de ses enfants pour les offrir? Parce que un monde meilleur. Parce qu'on pense qu'on leur donnera la chance d'avoir un monde meilleur que dans la misère dans laquelle... Mais j'y croyais aussi. Je pensais que ça y est, on allait les parrainer, qu'on allait les suivre, j'avais promis, jusqu'à l'université, et deux jumelles qui allaient super bien. Mais la vie a fait que... c'est une leçon d'humilité d'abord. Absolument. C'est une leçon d'humilité. Donc il faut être très humble. On ne peut pas sauver le monde. Alors il me semble aussi qu'il y avait une histoire de Myriama qui m'a l'air très intéressante.
Mariama, c'est une histoire positive. Qui commence pas très bien, mais qui finit super bien. Comme ça, on coupe le suspense. Hein, on va pas faire comme l'histoire précédente. Elle démarre pas dans la joie non plus. Elle démarre pas dans la joie, absolument. Et là, c'est un vendredi après-midi. Il fait très très chaud. Je suis à Thiès, au Sénégal. Et en mission humanitaire là aussi, on a opéré des centaines de personnes pendant toute la semaine. Et vraiment là, j'allais partir. Et quelqu'un vient me chercher, docteur, bonjour, j'ai un cas pour vous. J'ai dit non, c'est fini. Au départ, je dis non. Et tout de suite, je culpabilise et j'ai dit bon, je vais y aller quand même, je vais voir ce qui se passe. Et je vais donc dans le service de dermatologie et je rentre. Et là, je vois Mariama, mais je la sens par une odeur, vraiment une odeur mortifère. Ça sent vraiment très mauvais. Et je la vois avec son foulard, souriante, mais avec son foulard. Et la dermato m'explique le cas. Une tumeur au niveau du cerveau, au niveau du crâne, énorme, qui, par définition, va faire que Mariama ne peut pas se marier, ne peut pas travailler. Et elle est presque bannie parce que quelque part, on pense à la sorcellerie derrière cette maladie, alors que c'est tout simplement une tumeur. Alors juste parenthèse, pour juste décrire que c'est comme si une personne avait deux têtes, quoi. Donc c'est tellement énorme. C'est vrai. On a même du mal à imaginer ce type de maladie, quoi. Donc de tumeur qu'elle a laissé, parce que comme on pense, c'est peut-être de la sorcellerie, donc personne n'y touche. Et donc là, je leur ai dit, écoutez, moi, je peux rien faire pour elle. Donc je dis avec beaucoup d'humilité, je peux rien faire. Mais par contre, est-ce que quelqu'un connaît un neurochirurgien ici au Sénégal? Moi, je peux appeler quelqu'un en France, mais et là, on me dit, oui, il y en a un, mais il est inaccessible. Non, vous inquiétez pas. Je demande pas est-ce qu'il est inaccessible. Donnez-moi juste, trouvez-moi son numéro de téléphone. Et donc, on me l'amène. Donc, la dermato me l'amène tout de suite. Et je prends mon téléphone et je l'appelle. Et je lui explique la situation. J'ai écouté, professeur. Moi, je viens de Paris et de Genève. Et vous avez juste une chose à faire. Je paye tout, mais vous me soignez cette dame, vous l'opérez. Et Mariama va être opérée par ce professeur. Le temps passe. Moi, je suis reparti en France. Hein. Moi, l'essentiel, j'ai mis ma mission. OK, vous l'opérez. Merci, au revoir. Vous êtes déjà passé à autre chose. Moi, je suis passé à autre chose. Oui. 4 ans après, je reviens à Thiès dans une autre mission et on me dit, tiens, il y a quelqu'un qui veut te voir, une dame. Je dis, ben, j'ai pas le temps là. On était en plus dans une réunion. Et si elle a entendu dire que tu étais là, elle va absolument te voir. Et je vois arriver cette fille avec un sourire radieux, et je la reconnais pas tout de suite. Et évidemment, tout de suite, je me dis, mais ça me dit quelque chose, et c'était Mariama. Une jolie dame, une jeune dame de 27 ans, mariée, qui a eu des enfants, et qui a trouvé un travail. Et ça, pour moi, c'était la plus grande satisfaction que j'ai pu avoir en voyant cette dame avec un sourire. Je me dis, on a pu sauver au moins une. C'est déjà très bien. Et ça, c'est le moteur, c'est l'essence, j'allais dire, le diesel qu'on met dans le moteur pour pouvoir avancer. C'est ça qui me motive et qui me passionne en disant, si on peut sauver au moins une. Et ça se joue à pas grand-chose. Hein. Absolument. Si je lui avais dit non, elle restait dans sa vie. Exactement. Et le fait de dire oui... Mais c'est une vie qui a complètement changé de trajectoire, quelque part. Oui, c'est un destin. Oui, c'est pas moi qui le change. Non, mais c'est le destin qui a fait que absolument. J'étais au bon endroit. Voilà. Elle était au bon endroit et on a trouvé le bon professeur et la triangulaire s'est faite et j'en suis très heureux, très heureux. Et d'ailleurs, on est souvent, quand je vais au Sénégal, évidemment, je demande après elle et elle est vraiment très, très heureuse, très, très heureuse. Je sais qu'il y a plein d'histoires comme ça. Allez, on s'en lasse pas. On raconte peut-être une troisième. Je veux dire la troisième, la dernière, parce qu'elle concerne le Maroc. C'est une leçon de vie pour moi aussi, des gens qui inspirent. C'est à Goulmim, le sud du Maroc, on a décidé de créer une médiathèque et une bibliothèque pour un orphelinat. Donc j'étais dans cette ville magnifique, très accueillante, des gens d'une autre ère, des gens super sympas. Et le président de l'association que j'ai rencontré, avec qui je vais travailler, m'a donné une belle leçon, parce qu'il était imam, complètement religieux, et un jour il va se dire, il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'être dans la théorie. On va passer à la pratique. Et donc, on dit le mandal, il va descendre de son poste de imam. Et il va dire, je vais créer et je vais m'occuper des orphelins, puisqu'on n'arrête pas de dire qu'il faut s'occuper des orphelins. Et il va créer cette association qui va devenir énorme, puisqu'aujourd'hui, il est à la tête de entre 5 et 6 000 orphelins dont il s'occupe. C'est énorme, énorme. Oui. Et donc, j'ai eu la joie, la chance de pouvoir mettre en place cette médiathèque, comme on l'a fait d'ailleurs au Sénégal, comme on l'a fait au Niger. Mais au Maroc, ça me touche que j'ai vu ces orphelins qui n'avait jamais touché un clavier ou un ordinateur et resté ébahi devant cet ordinateur. Et donc, c'était un moment de grâce, un moment magique. Et c'est toujours, encore une fois, cette fameuse énergie pour avancer tous les jours et dire d'aller vers cette passion. Alors justement, il me semble que vous avez un projet
un projet pour l'Afrique, mais c'est un projet qui va au-delà de l'Afrique, puisqu'on parle d'éducation, et vous parlez d'ordinateur. C'est un rêve. C'est un rêve, voilà, qui vous a été inspiré peut-être par la crise sanitaire, peut-être par... Non, bien avant. Bien avant. C'est très étonnant. Ouais. Aujourd'hui, on va dire que c'est la crise sanitaire. Mais moi, c'était, quand on me lit ou quand on m'écoute, ça fait des années que j'en parle. Alors, on peut l'expliquer en quelques mots? En une minute, pour faire le fameux speech d'une minute, c'est de se dire, voilà, l'Afrique, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, avec énormément d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Que ce soit à Madagascar, que ce soit même en Afrique du Sud, même dans tous ces pays d'Afrique, beaucoup. Que je connais, l'enfant en règle générale n'a pas accès à l'éducation, il faut le savoir. N'a pas accès à l'eau, mais n'a pas accès à l'éducation. Et je me dis que quelque part, qu'est-ce qui lui manque? Comment on peut l'aider? C'est de mettre en place, et c'est très facile, c'est pas si cher que ça pour un État, ou pour des États, parce qu'il y a 54 États en Afrique, c'est de dire, on crée des écoles connectées, en tout cas pour l'expérience, c'est une par pays. Donc on va profiter des nouvelles technologies, en fait. Ah, bien sûr. Mais absolument. Des nouvelles technologies, ça n'enlève en rien le pouvoir de l'enseignant, de la transmission. Il faut l'enseignant, il faut la transmission, mais avec un outil technologique pour une simple raison. Bon, il y a deux raisons d'ailleurs. C'est l'éducation. C'est plus facile d'avoir avec des logiciels d'apprendre rapidement. Et deuxièmement, c'est de connecter ces fameuses, si le rêve aboutit, de 54 écoles dans 54 États, c'est de dire, comme on fait les Européens, apprendre à se connaître. Et de dire, quand le petit Marocain de Goulmim va connecter directement à Cotonou ou à Lomé, à Lagos au Nigeria, au Rwanda, à Kigali, ils se connaissent. Ils apprennent à se connaître. Et en apprenant à se connaître, on apprend à être en paix, et on n'a plus d'a priori vis-à-vis des uns et des autres. Et donc l'idée, elle est là, c'est de connecter une sorte de toile entre tous ces enfants-là. Et je suis sûr que le continent africain sera demain un des continents, parce qu'il est très riche au niveau des ressources. Il sera très riche au niveau de l'humain, parce que 2 milliards d'habitants, c'est pas rien, dont sur la pyramide des âges, 70% de moins de 20 ans. Donc il y a une force derrière, et si on peut accompagner cette force, du peu qu'avec les moyens qu'on aura, ça serait mon rêve africain. Alors votre rêve africain, donc le livre que je rappelle effectivement, qui pour l'instant qui est pas encore, qui va bientôt sortir, donc si jamais ça vous intéresse, donc vous avez l'adresse qui est là, il est en précommande. Mais ce que j'ai retenu en lisant quelques pages là-dedans, c'est que votre rêve, ce rêve africain, c'est à la fois se dire que ce serait bien que cette Afrique qui est un continent qui est un peu délaissé, et que ce soit plus un continent à fuir, mais plutôt un continent d'accueil. Donc ce serait bien qu'on inverse un peu les choses et que ça devienne presque une destination souhaitée et que nous on aille là-bas plutôt que l'inverse. Et donc voilà, donc je résume en 2 mots un petit peu comment est-ce qu'on peut... Si je peux me permettre, on peut donner un exemple qui est frappant, c'est celui de Singapour. Vous prenez Singapour dans les années 70, c'est une petite île un peu pauvre de pêcheurs. Un jour, le chef d'État décide de dire que l'éducation va devenir prioritaire, il multiplie le salaire des profs par 4, et on voit en moins de 30 ans ce que Singapour est aujourd'hui, une des places financières les plus importantes du monde. Il y a un des endroits au monde où le niveau de vie est le plus élevé. Donc c'est une question de décision et de choix. On fait le choix, on passe à l'action, et ça se concrétise pas en 5 ans, c'est pas un quinquennat, c'est sur 30 ans, et là on voit les résultats. Singapour est un très bel exemple sur l'éducation. Absolument. Alors, avant de passer à l'objet fétiche, vous allez voir, c'est un objet fétiche surprenant, oui, effectivement. On va en parler. J'aimerais bien que vous racontiez ce qu'il y a eu. Il y a des gens qui ont peur de l'Afrique, qui ont peur d'y aller, donc qui n'ont jamais été en Afrique. Et il y a des moments où il y a des endroits, vous avez parlé de d'Uchi, il y a des endroits qui sont quand même... Mais vous avez vécu des moments difficiles où vous avez eu peur pour votre vie. Oui, peur pour ma vie, pour ceux qui m'accompagnent. Alors, par exemple. Un exemple très simple, c'est malheureusement, j'ai encore la date en tête, le 23 novembre 2018, des gens de Lunel, c'est une ville de Montpellier dans le sud, sont sur place, donc sont devant moi. Moi, je suis au Niger, donc et eux, ils sont à la frontière du Nigeria, et avec ces fous furieux de Boko Haram. Et nous, on est derrière, et j'apprends qu'il y a une attaque qui est faite devant nous, donc de l'autre côté. Et vous étiez avec quoi, avec Docteur ici, on partait en plus avec des 4x4 blancs. SOS Cancer. Absolument. Donc on a monté à Niamey avec Docteur ici, on a monté un grand centre des SOS Cancer à Niamey. Et vous avez, alors juste la parenthèse pour expliquer, SOS Cancer, donc c'est une association que Philia Foundation a aidé. Pour
pour monter tout un grand centre de santé. Et on a vu, il y a un bus qui sillonne un peu. Voilà. Alors justement, après l'attaque de 2018, on a décidé de ne plus rouler en 4x4 blanc repéré de loin, avec un bus local qu'on a peint au nom de SOS Cancer, etc. Et donc là, on est sur la route et je reçois un coup de fil en me disant, mais t'es au courant qu'il y a il y a un problème devant toi. Là, tu es où d'abord? Je suis à tel endroit. Mais écoute, tu ferais mieux de revenir. Quitte le Niger rapidement parce que là, il y a une attaque assez forte contre des Français qui ont donc 7 personnes tuées de cette société qui faisait des forages pour aller chercher de l'eau. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la décision était vraiment, il fallait la prendre rapidement. Est-ce qu'on arrête la mission et on repart très vite en arrière, on va sur Niamey et tout. Et j'ai dit, de toute façon, c'est ma croyance, c'est dur parce que j'ai des enfants, j'ai une femme et même l'équipe entière, tout le monde avait peur. Et j'aurais dit, écoutez, on n'a pas le choix. On a donné une parole aux gens qui nous attendent de l'autre côté. Si c'est notre destinée de mourir sur la route, qu'est-ce que je vous dise? Vous avez été? On a été, bien sûr, on a fini la mission, on a été. Mais j'aurais dit que de toute façon, qu'on revienne en arrière, ils seront derrière nous. Devant, ils ont déjà tué, donc normalement, ils devraient se calmer. Donc on a le temps d'arriver dans la ville où on devait aller. Et c'est vrai que non, mais à ce moment-là, c'est pas, je dis pas que. Vous avez eu de la chance. Je suis pas le héros grec ou je sais pas. Non, bien sûr. J'ai eu très peur. Il a fallu quelques minutes pour se décider, parce que ça, je sentais qu'une partie de l'équipe voulait dire non, on arrête et on repart. Et j'ai dit que c'est quand même, il y avait 3000 femmes qui nous attendaient. C'est quand même pas rien, qui venaient de plein. Il faut savoir qu'elles marchent pendant des heures pour venir à la mission, pour venir être consultées, pour voir si elles ont oui ou non un problème de col de l'utérus, un cancer ou pas. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez échappé un petit peu à ce moment un petit peu de panique? Le destin. C'est le destin. Le destin. Il n'y a pas d'autre mot. Si c'est écrit pour vous, vous allez mourir à tel endroit. Après nous, il y a eu 3 jeunes qui sont morts à 30 km de Niamey. Ils ont été tués par des terroristes. Le terrorisme au Niger est très fort. Sans vouloir stigmatiser le Niger, mais tout le monde le sait. La région du Sahel, le Mali, le Niger, le Nigeria, la frontière du Nigeria, le Cameroun, donc qui est très touché par Boko Haram. Donc c'est pas des régions où vous y allez comme si vous allez au Club Med. Non, là il faut savoir qu'il y a un risque. Vous le prenez, vous le mesurez parce que vous pouvez pas. Non, on n'est pas des fous non plus. Après tout, vous traversez une route à Paris, vous pouvez vous faire renverser et mourir. Donc après tout, moi c'est ma croyance. Donc après tout. Alors je pense que votre objet fétiche permet vraiment de résumer un petit peu votre action humanitaire. Je rappelle que le docteur Bichra est pharmacien à Paris, ne l'oublions pas. Bien évidemment que vous êtes également acteur de Philia Foundation. Et cet objet fétiche, vous allez voir tout de suite ce que c'est. Alors, j'ai pas vu votre objet fétiche, docteur Bichra, c'est quoi? Mon cher ami, c'est normal parce qu'il est toujours sur moi. Ah, c'est un stylo. Un stylo, d'accord. Le stylo a une histoire, pour moi en tous les cas. Parce que c'est comme dirait dans le livre de Saint Jean, au début commence le verbe. C'est ça. Et, dans le Coran, on dit, ça commence par Iqra, lis. Donc la lecture ou l'écriture sont intimement liées quelque part à la connaissance. Et quand je vous disais tout à l'heure que la connaissance est fondamentale pour sortir d'un niveau social et prendre l'ascenseur social, voir la fusée sociale, on peut grâce à ce stylo. Alors ce stylo a l'air anodin parce que ne coûte pas grand-chose pour nous. Pour nous, bien sûr. Si je donne ça à mes enfants, ils en rigolent. Oui. Ils ne connaissent pas la valeur de ce stylo. Voilà. Ils sont plutôt au niveau de la tablette. Mais quand on est en Afrique, ce stylo peut vraiment, vraiment sauver un enfant. Parce qu'ils n'ont pas le stylo pour écrire. À partir du moment où vous lui fournissez le stylo et le cahier... Ils sont contents quand on leur donne des stylos. Contents, mais c'est comme si vous avez offert, je ne sais pas quoi, à un enfant au Sénégal, au Maroc ou ailleurs, un stylo, sans citer la marque, quelle que soit la marque d'ailleurs, ça lui ouvre la porte. C'est comme, vous savez, la porte de Sésame, on s'ouvre, ouvre-toi. C'est-à-dire que là, il part sur un océan de savoir parce qu'il va pouvoir écrire. Et c'est toute une joie d'écrire avec son stylo. Et il a le même stylo toute l'année. Hein. Il essaie de le conserver. C'est pas je le mords et je le jette. Donc le stylo, pour moi, est quelque part presque mystique. Puisque, je vous dis encore une fois, quelles que soient les religions, hein, vous savez, dans la Torah, le Coran ou la Bible, le livre de Saint Jean, on parle du verbe, de l'écriture et le fait d'apprendre. Donc pour moi, ce stylo représente quelque chose, une symbolique mystique. Et l'offrir à un enfant, c'est lui ouvrir la porte quelque part à la réussite. Et le connecter à la réussite. Voilà pourquoi il ne me quitte jamais. Alors, pour l'anecdote, quels que soient les hôtels où je vais, quels que soient les endroits où je vais, je pique les stylos. Non pas que je les pique, je les demande d'ailleurs à la réception, est-ce que vous avez des stylos? Et je ramasse
pendant toutes les périodes où je voyage, etc., des stylos. Et après, je les prends et je les amène directement dans une école. Et je dis, allez-y, prenez vos stylos. Parce que je sais que ce cadeau, j'avais un ami qui offrait des bonbons. Et nous, on offre des stylos et chacun, parce que je connais cette valeur. La valeur du stylo est quelque chose de fondamental pour la réussite d'un enfant. Alors, j'aimerais terminer, docteur Bichra, donc, parce que tout ce que vous nous avez dit est vraiment passionnant. J'aimerais condenser ça dans une citation. Il me semble qu'il y a une citation qui vous est très chère. C'est laquelle? C'est une citation qui est une sorte de leitmotiv chez moi pour me réveiller le matin et pour aller travailler dans ma pharmacie. Quand je suis dehors, chacun à son niveau peut garder cette citation. Il disait à juste titre. Qui ça? L'abbé Pierre. Ah, c'est une citation de l'abbé Pierre, alors. Toujours inspiré. D'accord. L'abbé Pierre qui nous a tous inspirés énormément et qui m'a en tout cas particulièrement inspiré. Il disait que le contraire de la pauvreté, ce n'est pas la richesse. Le contraire de la pauvreté, c'est le partage. Et quand on partage, c'est fini. Il n'y a plus de pauvreté. Alors merci docteur pour toutes ces histoires passionnantes. Donc je rappelle que le docteur Bichra, pouvez vous connecter avec lui. C'est quelqu'un de très accessible sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également aller voir ce qui se passe sur Philia Foundation. Vous allez voir toutes les actions qui sont menées. Et puis n'oubliez pas, il y a un ouvrage qui va sortir qui s'appelle Mon rêve africain. Et puis nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain. À bientôt. Merci.